Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc nous revient la lourde responsabilité, chers amis, d'essayer de faire revenir les gens et de lutter contre la digestion, qui est toujours une épreuve en fin de semaine. Donc notre sujet du jour est la décentralisation, l'autonomisation et la responsabilisation. La décentralisation, c'est un sujet français, un vieux sujet, qui traite, qui pénètre l'ensemble des sujets de l'État et évidemment celui de la santé, qu'on a complexifié un peu avec notre vieille tradition de déconcentration, qui vient ajouter un niveau supplémentaire de délégation du pouvoir. Alors, juste pour deux mots d'introduction avant de rentrer immédiatement dans le débat et la présentation, on parle bien d'un principe qui fait que l'État délègue, alloue ses pouvoirs à un autre opérateur sur le territoire. La décentralisation, ce n'est pas le nouveau pouvoir qui viendrait ex nihilo s'exercer sur un territoire. On est bien sur une fonction régalienne importante et un principe d'arriver à partager avec des opérateurs de plus grande proximité une partie des prérogatives qui restent celles de l'État, qui exerce évidemment ses devoirs de subsidiarité en cas de carence. C'est quelque chose qui est malgré tout important d'avoir à l'esprit à ce moment de l'introduction et des débats. Alors, en matière de décentralisation, sans aller forcément extrêmement loin, puisqu'à 20 km d'ici, on vit un monde totalement différent. Et James, j'aurais bien aimé que tu puisses expliquer à l'assistance, finalement, comment est-ce que, dans un pays extrêmement semblable, à part évidemment une histoire différente, puisqu'on n'est pas dans un monde jacobin, on est plutôt dans un pays très très fédéraliste qui, lui, pour autant, essaie de ramener un petit peu de cohérence nationale. Pour autant, les gens sont les mêmes, les patients circulent librement sur le territoire européen. Et en Italie, la réalité est pourtant extrêmement décentralisée, avec des professionnels qui sont extrêmement responsabilisés. Alors, ça a tout un tas d'avantages que tu vas prendre le temps de nous expliquer. Et puis, naturellement, ça pose aussi un certain nombre de questions, quoi. Voilà, donc, je t'en prie. Donc, tout simplement, histoire de situer un petit peu le groupe San Donato que je représente par rapport à ce système de santé assez particulier qui est le système italien et qui est le système lombard, la région lombard dans ce système italien. Donc, il faut juste partir du fait qu'il y a 60 ans de cela, quand le groupe San Donato a été fondé, il a été fondé sur la base d'un partenariat, justement, tu parlais de subsidiarité, sur un partenariat privé-public qui mettait à la base comme règle du jeu qu'il y ait les mêmes règles du jeu pour les hôpitaux publics et pour les hôpitaux privés. Ça veut dire qu'on agit dans le même cadre de règlement qui est adapté bien sûr au privé et au public, mais c'est globalement le même cadre réglementaire, qu'il y ait les mêmes remboursements, les mêmes tarifs et les mêmes remboursements, et qu'il y ait les mêmes atouts, les mêmes inconvénients globalement, surtout en ce qui concerne le nombre de procédures et le nombre de lits. Donc, sur les espaces sur lesquels nous sommes en partenariat privé-public avec l'État, nous avons des espaces qui sont dédiés à la population qui est couverte par la sécurité sociale italienne. Donc, cette population, pour un total d'à peu près de quasiment 5 millions de patients chaque année, nous avons une population qui est composée à 86%. Il y a 5 ans de ça, quand je suis arrivé, c'était 95%. Donc on a quand même une évolution sociologique et une évolution des consommations qui change et qu'on observe suite à la crise économique italienne. Mais on observe cela et malgré tout, on est bien conscient que la principale part de notre population de patients, reste portée, reste développée par le public. Autre chose à dire, il y a une bonne partie des patients que l'on traite pour ce même système public, mais pour le système privé aussi d'ailleurs, c'est pareil, qui viennent de l'extérieur de la région Lombard, de la région Lombardie, étant donné qu'il y a une forte disparité de l'offre des soins sur le territoire. Donc, comme je t'expliquais il y a quelques jours de cela, nous serions éventuellement disposés à aller sur le reste du territoire italien. Le problème, c'est que là, il n'y a pas une présence de l'État suffisamment forte, une présence de l'État régalien suffisamment forte pour garantir une sécurité du groupe et une soutenabilité économique et politique et sociale.
Mais alors, en termes de responsabilité de chacun des acteurs, comment ça se passe, par exemple? Que fait l'État central? Est-ce que vous avez des agences régionales de santé? Que font les collectivités à différents échelons? Alors, Comment se répartit le pouvoir de régulation? Nous avons l'équivalent en plus simple sur le plan législatif, sur le plan réglementaire, nous avons l'équivalent de l'ARS, puisque les remboursements, ce qu'on appelle les DRG en Italie, sont établis et sont suivis par la région. Et c'est également la région qui inspecte les critères de morbidité, de mortalité, les index de morbidité, de mortalité sont eux-mêmes pilotés par la région. Là aussi, comme je te l'ai anticipé, il faut savoir que le groupe, en tant que groupe privé, a des exigences et a des réglementations internes qui sont largement beaucoup plus supérieures et des objectifs qui sont supérieurs à ceux qui sont fixés par le cadre réglementaire de base. Donc, ce cadre réglementaire, il est équitable entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Il est reconnu comme équitable. Et ensuite, en revanche, nous avons une beaucoup plus forte capacité, également financière d'ailleurs, mais pas seulement, aussi d'innovation, aussi d'entrepreneuriat sur l'innovation, sur l'adaptation de l'offre de soins par rapport aux besoins du territoire. Et donc voilà. Mais par exemple, ton volume, on a compris que les tarifs étaient les mêmes, étaient fixés par l'autorité, qui combine finalement un petit peu l'assurance maladie et l'État. Et que l'on retrouve, qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs qu'on applique aussi au niveau du privé. Et ouais, ça c'est important. Ce sont à peu près les mêmes tarifs du DRG, c'est-à-dire que les prix ne sont pas, les tarifs n'ont pas d'écart majeur. Et le volume d'activité, du coup, d'ailleurs, correspond aux autorisations. D'ailleurs, juste pour être précis, là où les équipes médicales sont les mêmes. Les plannings sont différents. Il y a des plannings qui sont réservés des plannings publics et des plannings privés, des espaces qui sont réservés au public et qui sont réservés au privé. Et il est complètement illégal de manipuler ces aspects-là. Donc, c'est fortement réglementé. Mais en revanche, on a la possibilité de laisser les équipes médicales être beaucoup plus au cœur du système, être beaucoup plus entrepreneurs. Ils gèrent beaucoup plus et ils sont suivis sur des objectifs. Et ce suivi par les objectifs, cette confiance aussi qu'on a vis-à-vis de nos équipes médicales nous permet réellement aussi d'avoir un dialogue à 3 niveaux, administratif, médical et de propriété. Se fait directement. Mais les médecins et les équipes soignantes sont tour à tour, travaillent tour à tour pour le secteur privé, les patients qui sont pris les en mêmes charge personnes, par le secteur exactement. Privé. Et comment sur des espaces différents, qui sont très proches, qui peuvent être interchangeables sur certains aspects, mais qui là encore sont très suivis par les réglementations. Et vous avez la capacité de faire le développement d'offres autant que... Absolument. Sur le privé, absolument. Sur le public, c'est plus réglementé, comme le nombre de lits, comme le nombre de procédures. Donc du coup, il y a un jeu de liste d'attente qui se met en place, qui ne dépend pas de nous, malheureusement, parce que nous ne sommes pas remboursés sur les actes que nous pratiquons, mais qui n'étaient pas planifiés, ce qui est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. En revanche, on a aussi une possibilité d'orienter la population plus facilement vers de l'offre de day hospital ou vers de l'offre ambulatoire. Et ça, la population l'apprécie réellement. Parce que, sachant que les tarifs ne sont pas très différents, et sachant que ce qui énerve beaucoup plus la population en général, ce sont les listes d'attente. Mais là-dessus, en France, pour être français, pour consommer aussi les biens de santé en France, on n'est pas très éloigné. Il arrive qu'on attende aussi un peu. En termes de recherche, puisque tu disais que c'était un CHU, que vous aviez le contrôle de 3 CHU. Donc les 3 principaux en Italie. Donc il y a une valence. Le Saint-Raphaël, le San Donato et le Galeazzi. Et donc vous formez les professionnels de santé? On forme, c'est même notre principal cœur de métier. Là-dessus, on a fait, comme tu le sais, beaucoup de coopération au niveau international. On a assisté des États dans l'offre de soins qui était complexe, sur des pathologies complexes, notamment à travers des associations, en appuyant des associations type la chaîne de l'espoir, avec qui on est partenaire en Italie depuis 30 ans maintenant, et en même temps que l'offre de soins, d'avoir des équipes qui formaient en local les équipes médicales. Parce que le but n'est pas de maintenir sous dépendance, c'est de trouver une situation et de concrètement voir l'évolution de la situation. Et ça produit des résultats? Ça produit des résultats et ça produit surtout une grande confiance entre le partenaire privé qui a été habitué depuis 60 ans à des partenariats privés-publics et un État qui, à ce moment-là, est en fort besoin, on va dire,
de partenaires sur le long terme. Pas de boîtes américaines qui viennent, qui vous pondent un McDonald's et qui, 30 ans après, se barrent sans avoir investi 3 euros sur le long terme. Ben voilà. Est-ce que ça a quelques limites malgré tout? Les limites, c'est que... Quelques dangers, quelques risques? Alors, je vais en donner 3. Une par rapport de situations vécues. Actuellement, on note que sur la recherche, on est le premier centre de production de recherche médicale du pays après le CNR normal. Donc, le premier privé, le deuxième dans l'absolu. Il faut savoir que l'Italie, selon les derniers chiffres de Bloomberg qu'on peut trouver, qui ont été produits pour l'Organisation mondiale de la santé, montre quand même que l'Italie, en termes d'efficience, donc d'investissement de coûts sur retour d'investissement, morbidité, mortalité et réadmission de patients, arrive second au niveau mondial. L'Espagne aussi d'ailleurs est un excellent player, et sur l'accessibilité aussi. On est fort en accessibilité, mais là où la statistique est pauvre, et ce qu'elle ne révèle pas, c'est par contre une très très forte disparité du territoire. C'est-à-dire que la réalité de la Lombardie, vous ne la trouvez nulle part ailleurs en Italie qu'en Lombardie. Là-dessus, je vais être parfaitement clair. Un risque, c'est que, comme je l'anticipais, pour ceux qui connaissent un peu dans la salle aussi le groupe San Donato et qui ont connu le propriétaire du groupe, le président du groupe, M. Paolo Rotelli, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui est aux Nations Unies, donc il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Il aurait voulu. C'est un exemple justement du style d'implication que la propriété et que la présidence à tous les niveaux, du plus haut niveau au plus bas. On a une pyramide extrêmement aplatie avec une très forte participation, un très fort interventionnisme de la part de la propriété. Donc du coup, ça c'est une condition. Il faut piloter. Okay. Énormément de transparence aussi, mais ça c'est requis de suite parce que dans un pays qui a pu avoir quelques problèmes sur la corruption, comme bien d'autres pays, le privé est d'office un peu suspect. Et du coup, là, il faut donner les lettres de crédit, mais ça n'a jamais été un souci de notre côté. Ok, ben voilà une belle réaction à une situation de crise, finalement. Excuse-moi, et pour compléter, et une forte puissance de développement financier, de déploiement financier, c'est sûr. Parce qu'il faut pouvoir couvrir à N-1 ce qui constituera les besoins de la population en demande de santé. Merci James. Bon, tout ça est un peu loin de notre réalité. Je vous propose qu'on revienne sur des choses plus quotidiennes, mais c'est intéressant de voir que malgré tout, pas tellement loin, on est capable d'avoir une autre réalité sur des sujets. On l'a toujours dit, qui est intéressé à connaître plus sur Groupe San Donato est bienvenu. On peut s'organiser pour vous faire connaître plus en détail ce groupe, qui mérite d'être connu. Pour le Ok. Bon, revenons dans les canons plus franco-français du sujet de la décentralisation. Cédric, tu as un long parcours dans le milieu hospitalier français. Est-ce que aujourd'hui, vu des territoires, globalement, comment est-ce que la situation est perçue et voilà, une espèce de force et de faiblesse, et qu'est-ce qu'on pourrait attendre, évidemment, avec les contraintes qui sont les nôtres. Alors, moi, il y a quelque chose qui me frappe, y compris dans l'exemple qui vient de nous être donné, c'est finalement une question centrale qui, au-delà de nos organisations spécifiques, de nos histoires, évidemment, et de nos cultures, et des réponses qu'on peut y apporter, c'est cette interrogation permanente auquel on doit s'imposer. Est-ce que nos organisations actuelles, elles permettent de donner à la santé toute la place qui doit être attribuée, allouée à ce secteur dans notre vivre ensemble, dans notre pacte républicain, dans notre modèle économique. Et l'autre question, c'est est-ce que ces organisations, elles permettent aujourd'hui suffisamment de libérer les énergies? Est-ce que, autrement dit, on est en capacité, pour les années à venir, de penser des organisations qui sont à même de répondre à moi quelque chose qui me frappe très fortement, au profond mouvement de défiance qui est en train de s'installer entre les Français et leur système de santé. Voilà quand même un élément très paradoxal. Pendant très longtemps, notre système de santé a été un élément de cohésion nationale, un élément du vivre ensemble, un élément aussi d'espérance, puisqu'il y avait cette conviction que demain, on serait mieux soigné qu'aujourd'hui. Et voilà qu'aujourd'hui, finalement, les Français commencent à douter de leur système de santé et dans les enquêtes d'opinion se disent finalement que demain sera moins bien qu'aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on répond avec nos organisations à ce défi, je crois, assez énorme, et comment est-ce qu'on ne se résout pas à cette fatalité, et comment est-ce qu'on est, moi c'est vraiment un thème qui m'est très cher, comment est-ce qu'on est capable de rassembler depuis la santé. Alors,
moi, un peu des rencontres, des échanges qu'on peut avoir, mon expérience également actuelle, je suis frappé finalement de trois choses qui ressortent, qui sont très souvent associées à la notion de santé. Il y a d'abord, je crois, une très forte aspiration à la proximité. On l'a vu dans les mouvements sociaux importants que notre pays a traversés. Il y a ce besoin finalement de comprendre ces organisations et de savoir comment est-ce que son besoin de santé, son parcours, d'une façon générale, ses besoins vont être satisfaits dans son environnement. Ça renvoie à la question de l'accès aux soins, ça renvoie à la question de l'organisation et ça renvoie à cette question, moi je trouve terrible pour nous tous les professionnels de santé, c'est d'un système qui est quand même globalement devenu illisible, même pour nous, professionnels de santé. La deuxième notion, à côté de cette notion de proximité, c'est la notion de cohésion sociale. Et effectivement, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais la santé joue un rôle majeur et doit jouer un rôle encore plus fort dans la cohésion de notre pays. Autrement dit, comment est-ce que la santé permet d'accompagner le développement économique de la France? Comment est-ce qu'elle lui permet de résoudre un certain nombre de ses problèmes? Et puis, fondamentalement, comment est-ce qu'elle va lui permettre de se projeter dans l'avenir, d'être au rendez-vous de la croissance qui sera dans ce secteur? On le voit tous dans les investissements. C'est un thème familier à Guy Valencien que d'observer finalement la planète qui investit massivement dans cette santé. Donc il y a vraiment, ça renvoie à cette notion de cohésion. Et puis la troisième notion que je trouve très fortement attachée à la santé, c'est ce besoin d'investissement. C'est de considérer que la santé, elle est certes une charge importante, un budget important, près de 200 milliards d'euros chaque année, mais elle est aussi une source de richesse, de croissance, encore une fois, de préparation de l'avenir. Et c'est effectivement très, très important. Moi, dans les nombreux contacts que je peux avoir avec le monde industriel, ils ont cette aspiration, et moi je trouve que c'est très salutaire, d'être partie de la solution, d'être embarqué dans un projet plus collectif et non pas d'être cloisonné. Alors, une fois qu'on a posé un peu ce constat, moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, les territoires, d'une façon générale, et surtout dans les années à venir, ils peuvent être une partie de la solution. Une partie de la solution, pourquoi? Parce que moi je pense que depuis les territoires et à partir de territoires, on est justement capable de porter ce projet politique qui est celui de rassembler autour de la santé, mettre en cohérence, décloisonner le système et finalement créer un alliage entre les différentes politiques qui ont un impact sur la santé. Parce qu'au fond, cette question de la santé des territoires qui nous occupe à longueur de colloques et de réflexions, parce qu'on voit bien que c'est la question centrale, moi, je la traite un peu, je l'aborde à deux niveaux. La première question, c'est est-ce que la santé a besoin du territoire? Et le deuxième niveau, est-ce que le territoire a besoin de la santé? La santé a besoin du territoire, je crois que c'est une évidence, parce qu'on voit bien à quel point grand nombre, qu'un système de santé ne peut vraiment produire ses effets que s'il va être nourri par un certain nombre d'autres politiques qui ont un impact direct sur la santé. Autrement dit, c'est le passage du soin, de l'offre de soins, à la santé plus globale de la population. Et là, on voit que les politiques de sport, que les politiques de logement, que les politiques de transport, que les politiques de formation, préparation de l'avenir, d'emploi, d'aménagement des territoires d'innovation et des territoires industriels, on voit bien leur impact extrêmement fort sur la santé. Et on observe que ces politiques, elles sont menées, et c'est heureux, depuis les territoires. C'est le choix qui a été fait depuis de très nombreuses années par notre pays. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que le territoire il a besoin de la santé? Fondamentalement, oui. C'est la première préoccupation des Français. La santé, c'est la première source d'engueulade. Peut-être que monsieur le maire nous le confirmera. En tout cas, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, sur les questions de santé, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent sur comment demain on va répondre à leurs besoins de santé, comment est-ce que finalement ça va faire partie du territoire. Et donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, moi je me dis que dans l'avenir, il va sans doute falloir imaginer quel rôle on peut donner au territoire et quel rôle on peut donner aux responsables du territoire. Alors la question finalement pour moi, elle est tout sauf, elle doit, je pense, être tout sauf institutionnelle. La question, elle n'est pas, on est dans un pays dans lequel on aime se diviser, dans lequel on aime s'enfermer dans des jeux de rôle. Moi je crois que c'est une question qui appelle fondamentalement à sortir des postures. La question n'est pas de savoir s'il faut centraliser, décentraliser, déconcentrer, etc. Tout ça c'est des outils. Avant de passer aux outils, je crois que le projet c'est de se dire comment est-ce qu'on réembarque les autorités locales, comment est-ce qu'on réembarque les industriels, comment est-ce qu'on réembarque, on a parlé beaucoup ce matin, les représentants des patients, et comment est-ce qu'on recrée un projet collectif. Et je pense qu'on est capable aussi, on y gagnerait en associant les territoires, parce que quand on regarde les exemples étrangers, il y en a un qui vient de nous être cité, il y en a d'autres également, on a parlé de l'Espagne, on pourrait convoquer beaucoup d'exemples, chacun avec leurs spécificités et leurs limites. Et bien à chaque fois, le territoire, il a joué ce rôle de fédérateur, et il a finalement été une partie de la solution. Donc moi, je crois vraiment que
ne doit pas se résigner aujourd'hui finalement à ce doute qui s'installe dans l'esprit des Français et qu'il faut considérer que la santé est non pas le problème, mais véritablement une partie importante de la solution et que ça appelle une mobilisation collective. Alors après, il y a la question des outils, comment est-ce qu'on les associe mieux. Il y a plein de choses. Moi, je crois beaucoup au principe de subsidiarité. Il y a aujourd'hui des choses qui pourraient être sans doute mieux faites depuis les territoires. Moi, je crois fondamentalement, je suis quelqu'un élevé par la République, donc je crois fondamentalement à l'État, je pense, et c'était dit à la dernière table ronde de ce matin, le rôle des technologies de santé. Il y a besoin de stratégie nationale, il y a besoin effectivement de politiques qui viennent structurer, il y a besoin de déclinaison locale, et je crois qu'il faut aussi apprendre, c'est difficile dans notre pays, parce que quand on doute, ce n'est pas la posture classique, il faut apprendre à faire confiance, il faut apprendre à responsabiliser, et il faut mettre aussi les élus au bon niveau, au rôle qui est le leur, et il faut surtout les responsabiliser et sortir finalement des solutions qu'on avait jusqu'à présent expérimentées, qui étaient, moi j'observais quand j'étais effectivement en situation en établissement hospitalier, on met les élus dans le pire rôle, c'est-à-dire qu'on les assoit dans un conseil d'administration, il n'y a globalement que des experts, ils sont responsables de rien, et on leur demande leur avis, et en général on ne les écoute pas. Merci. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'autre, une autre alliance à inventer depuis les territoires. Voilà une transition toute faite, même si ce n'est pas forcément l'unique sujet, mais Monsieur le maire, vous qui représentez la société civile ici, et qui êtes pourtant un acteur de santé, puisque présent dans des conseils de surveillance et puis interlocuteur direct de tout un tas de professionnels sur le territoire. Comment vous envisagez ce débat sur cette décentralisation, sur le juste niveau, le bon niveau d'intégration de la décision et de la régulation? Dans votre ressenti du quotidien? Je rebondirai de la même façon. Tout d'abord, je suis maire d'une ville de 35 000 habitants, Saint-Raphaël, qui triple pendant l'été. Donc, vous avez près de 100 000 habitants, dans une agglomération de 120 000 habitants, qui triple également elle-même en saison estivale. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux types de population à gérer tout au long de l'année. Donc, 120 000 habitants au niveau de l'agglomération, et puis 300 000 habitants pendant l'été. On a une particularité également, bien qu'on soit une ville dynamique, c'est qu'on a 50% de la population qui a plus de 60 ans et 10 à 15% de la population qui est octogénaire. Donc avec des particularités médicales notamment, un véritable souci autour de la santé, vous l'avez évoqué, c'est la première préoccupation des Français, et de savoir comment tout ceci est pris en charge. Donc c'est vrai que mes administrés me posent souvent cette question de la santé. Alors, organiquement, je suis président du conseil de surveillance et je dois vous avouer qu'effectivement, quand vous dites qu'on était les élus, ou du moins les maires qui président les conseils de surveillance sont un peu dans le domaine de faire valoir, c'est une réalité. Si vous me permettez simplement de décrire mon parcours, lorsque je suis arrivé, donc je suis élu président du conseil de surveillance, il y a un changement de directeur d'hôpital, donc on me dit vous allez être consulté pour le choix du directeur de l'hôpital. Donc je dis très bien. Vous réservez votre après-midi, vous avez 5 candidats, on vient vous voir 2 minutes avant, on vous dit le numéro 2, c'est le candidat de l'ARS. Donc, vous avez compris que vous allez passer une très bonne après-midi, mais que néanmoins, votre avis ne va peut-être pas être forcément écouté et entendu. Ensuite, vous vous dites, je vais participer au sein du GHT. Donc, on n'est qu'un CHI, donc vous avez un CHU dans le département. Dans le cadre du GHT, en 2 ans, on n'a pas eu une convocation. Où il y avait une convocation, mais vous aviez un élu qui partait en vacances, donc celui de la ville la plus importante, ce qui expliquait qu'il a été décalé. Donc on n'avait pas l'expression également au sein de ce GHT. Et pourtant, on a un projet médical partagé. Et à la lecture de ce projet médical partagé, parce que c'est vraiment une question qui m'intéressait, dans laquelle je me suis impliqué pour essayer de comprendre. Je ne suis pas un professionnel de la santé, donc c'est vrai que en tant qu'élu, on a aussi à faire plus d'efforts aussi pour essayer de comprendre, d'écouter, de consulter et de bien saisir les enjeux. On s'aperçoit, sur le territoire du Var-Est, vous avez 3 CHI. Pour un des CHI, vous allez avoir la fermeture envisagée de la maternité. C'est celle du golfe de Saint-Tropez. Si vous venez en vacances, vous pouvez comprendre qu'il y a un certain sujet d'inquiétude, notamment pour les mères de famille du golfe de Saint-Tropez, de se dire on va nous faire... vous avez plus de 2 heures de trajet en voiture. On vous dit on va le suppléer en hélicoptère. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Si on répond à des soucis d'économie, je ne suis pas sûr non plus que ça réponde. En tout cas, vous avez une interrogation en disant c'est peut-être pas le bon sens, parce que c'est comme ça que les concitoyens nous interpellent également. Ils veulent du bon sens pour bien comprendre les décisions. Ensuite, on voit sur le 2e CHI, celui de Draguignan,
fermeture du service de réanimation, ou du moins c'est envisagé. Là aussi, c'est une inquiétude si le service de réanimation ferme, c'est-à-dire que vous allez avoir toute une activité de chirurgie sur laquelle qui ne va plus pouvoir être exercée sur cette partie du territoire. Nous-mêmes, je vous ai dit, on est une population très âgée et nous n'avons pas de neurologue pour l'hôpital parce qu'on n'en trouve pas, pour de bonnes raisons. On nous dit, ah, mais c'est très bien, on a un neurologue à mi-temps. Est-ce que c'est vraiment satisfaisant alors qu'en même temps, en tant qu'élu, on prend connaissance que l'AVC est la première cause de mortalité ou va l'être dans les prochaines années. En plus, avec une population âgée, c'est évidemment une prise en charge auquel on doit faire face. Et en tant qu'élu, je suis obligé aussi d'intervenir dans des domaines relatifs donc, à l'accompagnement, notamment des personnes âgées, des personnes qui sont isolées ou celles qui seront en soins ambulatoires ou en situation de dépendance. Donc c'est vrai que je me retrouve dans une situation où je dois pouvoir fournir aussi une explication. Vous l'avez dit, on est à portée d'engueulade parce qu'on est effectivement le premier échelon et directement en contact avec la population. On n'a pas vocation à prendre en charge ou intervenir directement dans la gestion du système de santé. Ce n'est pas notre rôle et je crois que vous n'avez aucun maire qui vous dit « je veux plus de responsabilité dans la gestion même de l'hôpital ». Mais par contre, dans la prise en compte des besoins tels qu'ils sont exprimés, avec une véritable écoute, une véritable concertation, le fait qu'on puisse être entendu et qu'on prenne aussi en compte ce qui correspond à la réalité telle qu'on la voit tous les jours. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Merci, monsieur le maire. Bon, Katia, qui représente la direction générale de la TGOS, offre de soins, on est tous autour de cette table, enfin, confrontés à la même difficulté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution d'expression de demande, de potentialité. Le jeu est contraint à tous les niveaux. Il ne s'agit pas de faire une réforme constitutionnelle quand on dirige la DGOS. Il s'agit, à côté des acteurs, d'arriver à trouver les voies et les moyens pour que la situation avance. Comment tu positionnes, comment tu comptes positionner la direction face à ces sujets Alors d'abord, je voudrais revenir sur le constat. Je partage ce qu'a dit Cédric tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons des concitoyens qui ont une forte aspiration à maintenir une exigence qui est un égal accès aux soins et à des soins de qualité et qui, dans le même temps, réclament plus de proximité. Et la proximité, c'est la proximité des soins, mais aussi la proximité de l'organisation et la participation à cette organisation. Nous avons un témoignage d'un élu, mais finalement, quand on regarde l'organisation de notre République, nous avons 3 collectivités territoriales différentes qui, chacune de ces compétences, a peu ou prou des compétences qui impactent sur le système de santé. Cédric a évoqué les sports, le transport, les départements pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap ont aussi des compétences très importantes. Les maires, très légitimement, ont des préoccupations et des besoins pour leur population. Donc on voit bien que finalement, à organisation constante, il y a une maïeutique à trouver, à construire ensemble. Et ce que je crois, c'est que finalement, nous avons de nouvelles méthodes, finalement, dans 2 sens. Tout d'abord, nous ne devons pas simplement associer les élus, les professionnels, les usagers à la mise en œuvre de nos politiques, mais les embarquer dès la construction de celles-ci. Alors, c'est quelque chose que nous avons démarré, puisque nous avons, par exemple, au ministère, un groupe de contact avec des représentants des élus de ces 3 types de collectivités, avec lesquels nous échangeons, ce qui permet de regagner cette confiance dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, se faire confiance, c'est expliquer ce que l'on fait, et aussi discuter sur ce que l'on va faire, et prendre réellement en compte et écouter ce que nous disent les élus. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons continuer et amplifier au plan local, bien sûr, mais aussi au plan national. Ensuite, il y a un sujet de méthode, parce que finalement, très concrètement, nous ne sommes plus à une époque où nous pouvons dire de Paris, voilà ce qu'il faut faire partout en France. Alors, nous ne le faisons plus depuis quelques années, mais nous devons encore continuer à le faire. Ça veut dire qu'un texte, c'est un texte qui fixe un cadre et qui laisse derrière les professionnels, les patients et les élus s'en emparer aux côtés des ARS pour le mettre en œuvre, chacune comme elle le souhaite sur le territoire. C'est beaucoup plus exigeant comme démarche, parce que ça veut dire que du coup, nous, comme assembliers, en quelque sorte, nous devons être en capacité de repérer ce que les professionnels et les élus font déjà, parce qu'il existe fort heureusement beaucoup de choses qui sont créées localement, les récupérer, les diffuser, et ne pas diffuser derrière
un texte, aussi court soit-il, et un modèle, mais des exemples. Nous l'avons déjà fait sur quelques dispositifs, nous le poursuivons. Et pour moi, ça, c'est un changement de positionnement de l'État et du rapport de l'État avec ses partenaires. Et je ne crois pas que personne, comme tu le disais tout à l'heure, n'a la solution tout seul. Je crois que nous l'avons ensemble. C'est plus exigeant, c'est plus difficile. Parfois, nous ne serons pas d'accord. Et après tout, c'est normal. Mais par contre, nous devons toujours être d'accord pour nous écouter, construire ensemble et faire progresser sur chaque territoire des solutions qui soient adaptées aux besoins de chacun. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que les évolutions que nous vivons, je pense au CPTS récemment, se construisent sur ce modèle-là. Et je crois qu'à l'inverse, il n'y a pas d'issue, si ce n'est dans ces débats, toniques parfois, mais absolument indispensables pour que nous puissions être d'accord sur les objectifs et ensuite pouvoir recaler au plan national et au plan local ce que nous mettrons ensemble concrètement en œuvre. Merci Katia. Bon, Thierry, on va descendre un peu du débat de qui dirige et comment tout ça s'organise, parce que finalement, un peu comme un anthropologue, hein, on a soigné les gens avant qu'il existe des formes d'organisation administrative, et si jamais tout ça devait être amené à disparaître ou être traité différemment, on continuerait de soigner les gens, quoi, ce qui est pour le coup un peu plus son sujet, quoi. Et donc, fort de ça, qu'est-ce que dans un établissement ou dans un groupe d'établissements, on est plutôt en droit ou on souhaiterait avoir comme signaux, comme outils, hein, de quoi on a besoin finalement, hein, d'un régulateur pour arriver à développer son service. Alors peut-être pour présenter le groupe Elsan très vite, hein, on est le co-leader de l'hospitalisation privée en France, avec 120 établissements à peu près partout sur le territoire. Et finalement, nous, notre raison d'être, je pense qui est assez similaire, c'est de mettre notre culture d'entrepreneur, de mettre notre compétence de gestionnaire d'entreprise au service, comme l'a dit tout à l'heure Daniel Caille, de projets médicaux, de projets de médecins, au service des patients, au service du système. Et donc, en fait, pour nous, par nature, d'appliquer les recettes de l'entreprise à la santé, ça fait partie de notre ADN. C'est normal. Et dans les recettes de l'entreprise, il y a en particulier les recettes managériales. Je crois qu'on a tous connu, j'espère d'ailleurs, des bons managers avec qui on a travaillé et le bonheur que c'était d'avoir un bon manager. Et puis je pense qu'on a aussi malheureusement tous connu un mauvais manager et on a vu l'enfer que c'était d'être managé par un mauvais manager. Donc on voit que ça change quand même beaucoup de choses en termes de vie pour les équipes, mais aussi en termes de résultats pour le système. Donc le management me semble être un des points clés. Et en fait, dans le management, il y a un élément déterminant, c'est la responsabilisation. La responsabilisation qui peut s'appeler aussi le principe de subsidiarité, où en fait, en permanence, on se pose la question de mettre la décision au niveau alors de la personne ou de l'entité qui est l'entité compétente, mais la plus proche de l'action, de là où ça se passe. Et c'est comme ça que ça marche. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre activité. Alors, le management, vous allez voir où je veux en venir, mais le management, bien sûr, c'est un métier, ça s'apprend, tout à l'heure, ça a été dit, mais il y a quand même deux conditions pour que ça fonctionne. Et la responsabilisation, il y a deux conditions pour que ça fonctionne. La première condition, c'est des évidences, hein, quand je vais le dire, la première condition, c'est en fait d'avoir un terrain de jeu et un cadre clair, si possible stable, qui permettent aux équipes et aux managers de s'exprimer. Et puis la deuxième condition, c'est finalement de donner à l'équipe, quelle que soit sa taille, un établissement, un chef de service dans un établissement, etc., de donner à l'équipe les moyens cohérents avec sa mission. C'est les deux. Alors après, on va laisser faire les équipes, et puis il y en a qui seront formidables, qui vont faire des trucs extraordinaires, et puis il y en a qui seront un peu plus en difficulté, mais ça c'est la vraie vie de la courbe de distribution du management partout. Hein, mais en tout cas, si on n'a pas ces deux conditions-là, ça ne marche pas. Et quand on regarde bien, dans le domaine de la santé, en fait, ces deux conditions, elles ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies. Et ce n'est pas forcément très difficile, hein, mais elles ne sont pas réunies. Peut-être parce qu'on n'a pas voulu le faire. Quand on regarde le cadre, aujourd'hui, il y a des chevauchements de responsabilités partout, en France. Hein. Des chevauchements de responsabilités entre le national et le local, des chevauchements de responsabilités entre
au niveau local entre l'ARS et les établissements. Et en fait, c'est une tentation permanente, même dans un groupe. Moi, je suis sollicité régulièrement par des médecins du groupe qui m'écrivent directement. La tentation naturelle, ce serait de me jeter et de répondre à leurs sollicitations, alors que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, et laisser la personne en charge s'occuper et l'aider à s'occuper. Donc ce cadre-là, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas pensé le système comme ça. Et il y a des chevauchements dans tous les sens. Et puis, les règles changent en permanence. Alors, je ne suis pas depuis très longtemps dans le secteur, mais tous les matins, je reçois une veille juridique. Alors, j'ai fait mes petites statistiques. Et en fait, j'ai calculé qu'en moyenne, il y a 2 décrets d'application par jour. Comment vous voulez manager un système qui change autant? C'est impossible, même quand vous avez envie de le faire. Donc, chaque décret pris séparément est intelligent, ce n'est pas la question. Mais c'est la somme qui devient idiote. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même imaginer, comme dans les systèmes d'information, des batchs, c'est peut-être un gros mot, mais avoir une série de décrets tous les X mois, ou peut-être des règles de bonne discipline en disant je rajoute une chose, j'en enlève une autre, comme ça permet de garder un code de la santé publique et puis des règles du jeu finalement accessibles à des managers de terrain qui vont avoir à appliquer ça tous les jours. La deuxième condition qui ne me semble pas remplie, c'est les moyens. En fait, quand vous êtes directeur d'hôpital, que ce soit public ou privé, vous arrivez à peu près dans cette période de l'année et vous commencez à vous poser la question de votre budget. Je vais devoir construire mon budget, mes projets avec mes équipes, etc. Et en fait, donc vous commencez à travailler forcément, parce que si vous êtes un bon manager, vous allez responsabiliser vos équipes en leur donnant des objectifs. Et puis donc vous avez fait le travail, et au 1er mars de l'année du budget, il y a tout qui change, parce qu'il y a les tarifs qui sont décrétés, et qui sont aujourd'hui totalement aléatoires. Donc si, comme pendant plusieurs années, ça a été -1 ou -1,5% par an, ça vous met en l'air tous vos projets, puis vous pouvez recommencer tout le travail avec vos collaborateurs en disant finalement ce projet-là on ne va pas le faire parce que ça marche, on ne peut pas se le payer, puis ce projet-là non plus. Et puis si, comme c'est heureux, il y a un changement de tendance là, depuis 2 ans, autant le savoir un peu à l'avance. Parce que finalement c'est une bonne nouvelle et ça va nous permettre de nous projeter et de construire les projets avec un peu de visibilité. Et donc là, en fait, il y a une demande qui est finalement assez naturelle quand on l'exprime comme ça, je pense, des établissements, qui est de dire mais donnez-nous un peu de visibilité. Finalement, ça ne mange pas beaucoup de pain de se projeter à 2-3 ans, puisqu'en fait le président de la République l'a fait à l'échelle de l'ONDAM, la ministre a donné le cadre avec Ma Santé 2022. Maintenant, l'étape d'après, c'est assez naturellement de donner une visibilité pluriannuelle sur les tarifs des hôpitaux, ce qui va permettre aux hospitaliers finalement de pouvoir exercer leur management. Donc en fait, finalement, si on prend l'image du sport, ce que je viens de dire, ça s'applique par exemple au rugby. Au rugby, il y a un terrain de jeu qui est clair, il y a des règles qui ne changent pas à chaque partie, et puis il y a des moyens qui sont connus, cohérents. C'est 15 joueurs, c'est pas 12, c'est pas 18, c'est 15, on le sait avant, et on peut se préparer, on peut jouer une belle partie de rugby. Mais en fait, c'est pareil ce qu'il faut faire dans la santé, c'est exactement pareil. Et finalement, c'est assez simple, c'est surtout une question de décision, ça ne coûte pas plus cher, et donc, qu'est-ce qu'on attend? Et c'est toujours les Néo-Zélandais qui gagnent aussi. Cédric, est-ce que l'hôpital public est le Néo-Zélandais de la santé, du coup? Non, mais pour rebondir rapidement sur les propos de Thierry, est-ce que tu partages comme un directeur d'hôpital, on va dire, auprès de la communauté, qui a 2-3 petites choses qui sont tout à fait à notre portée pour le coup, et qui devraient pouvoir... Ce qu'on observe, encore une fois, de manière assez globale, c'est évidemment l'envie et le besoin de stabilité, de visibilité. Et ça, effectivement, il y a quand même plein d'efforts qui sont faits et on en veut toujours plus, mais je crois que c'est salutaire, en tout cas comme objectif, comme cap. Et Thierry le rappelait, c'est celui qui a été fixé par les pouvoirs publics actuels. Donc évidemment, il faut aller dans ce sens. Mais plus généralement, je pense qu'effectivement, ça suppose
d'inscrire l'action hospitalière dans une dynamique plus large. Parce qu'au fond, on avait une conversation il n'y a pas très longtemps avec Claude Evin où on constatait tous les deux que tout aujourd'hui est fait pour que les gens ne travaillent pas ensemble. Des organisations au financement, aux compétences des professionnels, etc. Et que tout est fait pour cloisonner, pour les opposer. Et en permanence, on cherche à adapter nos organisations. Et malheureusement, ça se traduit par plus de complexité. Donc, moi, je crois qu'il faut sans doute oser, et je trouve qu'on n'ose pas assez en fait dans notre système de santé, on n'ose pas assez prendre de risques, on n'ose pas des solutions nouvelles, et que la dynamique aujourd'hui des groupements hospitaliers de territoire, des communautés professionnelles territoriales de santé, peu importe les outils, encore une fois, les outils finalement importent peu par rapport à l'importance du projet, ils doivent être des lieux dans lesquels on ose remettre en cause un certain nombre de situations, dans lesquelles on ose clarifier les organisations. Et ça se prépare, ça doit aussi s'accompagner. Et je crois que là-dessus, les autorités publiques, elles ont une responsabilité extrêmement forte qui est de laisser faire et de placer, un peu comme, enfin, même complètement comme le management, le bon niveau de responsabilité au bon moment. Et ça, effectivement, je crois que ça demande de remettre en cause un certain nombre de nos organisations. Et au fond, moi, je crois qu'il y a sans doute une solution, ou en tout cas une obsession qu'on devrait avoir quand on aborde ces sujets. C'est pour moi trois mots qui sont clés. Il y a la notion de contractualisation. On ne se fait pas assez confiance, on ne se met pas assez d'accord en amont sur des objectifs, où que ce soit, quel que soit son positionnement dans le secteur. Il y a évidemment la notion de responsabilisation. On est dans un système qui sanctionne, qui sait empêcher, mais qui ne sait pas vraiment bien responsabiliser. Et puis évidemment, on est un système dans lequel il faut qu'on retrouve de la confiance pour faire ensemble, de la confiance pour expérimenter, pour trouver d'autres solutions. C'est vrai que c'est dur de faire confiance, surtout quand on fait face aujourd'hui à l'immensité des problèmes que rencontre notre système de santé, mais c'est sans doute ça qui peut nous permettre de réussir. C'est ça qui a marché ailleurs, c'est aussi ça qui a marché dans d'autres politiques publiques. Quand on regarde effectivement les politiques de l'éducation, quand on a fait confiance, d'abord pour de mauvaises raisons, typiquement en confiant les politiques éducatives, en tout cas l'infrastructure éducative aux départements et aux régions, on s'aperçoit que quand on a fait confiance, globalement, il y a une amélioration du service rendu. Aujourd'hui, on le voit effectivement sur les politiques éducatives, il y a globalement une amélioration de l'infrastructure, il y a une amélioration, en tout cas un effort qui est porté, un regard qui est porté, sans pour autant, je crois bien au contraire, que ça affaiblit les autres niveaux de responsabilisation et de gouvernance. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais je crois que l'essentiel, c'est de faire en sorte que nos organisations, elles ne nous empêchent pas d'agir, elles ne nous empêchent pas de créer, elles ne nous empêchent pas d'innover. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a du mal à sortir de nos organisations. Vu de l'autre côté des Alpes, partage ce diagnostic, James, parce que quand on a préparé cet entretien, tu m'as assez spontanément dit qu'en France, on avait un problème de méfiance partagée, quoi, sur la collaboration sur le fonctionnement du système. Mais je pense que cette méfiance, tu entends vis-à-vis du privé? Non, les acteurs les uns vis-à-vis des autres, quoi. Un peu ce que dit Cédric. Que finalement, tout le monde est dans sa cloison et qu'on n'a pas tellement envie de faire confiance à l'autre et qu'on est plutôt suspect, qu'on a immédiatement, c'est un peu, monsieur le maire, ça s'est exprimé assez fortement dans les événements, donc vous avez été aux premières loges, c'est beaucoup ressorti dans le débat, il y a une histoire, on voit bien, une espèce de politique qui se dérive vers peut-être une tendance qui pourrait être appelée populiste, qui remet en cause un peu chacun des opérateurs, et on a plutôt tendance à avoir l'impression qu'on a un ennemi en face, que, attention, la prochaine réforme, on va disparaître, ou il va se passer quelque chose qui fait que quand on met sur la table un projet collaboratif, un projet collectif, on a plus de réticence, et du coup, on génère un fond culturel qui n'est pas propice à la discussion et à l'élaboration, à la coopération. Mais je crois que ce que souhaitent les gens, c'est d'être écoutés. C'est d'être écoutés, et lorsque vous leur confiez une fonction ou une responsabilité, c'est de pouvoir pleinement l'exercer. Au sein du conseil de surveillance, je vous parle de mon expérience, je pense que c'est ça l'intérêt d'avoir un élu local à ce type de table. Dans un premier temps, vous aviez des audits qui nous étaient soumis. L'auditeur n'était même pas venu consulter les élus qui étaient autour de la table.
Donc le choix que nous avions, c'est vous êtes pour ou vous êtes contre. J'ai demandé à ce que lorsqu'un audit soit soumis au conseil de surveillance, l'auditeur soit au préalable, mais dans le cadre de sa mission, pas lorsqu'il avait terminé son rapport d'audit, mais vienne simplement consulter les élus, qui sont des gens raisonnables. On n'est pas dans la revendication permanente. On n'a pas envie d'être des gilets jaunes, si vous voulez, quand on est maire d'une collectivité locale. Mais on souhaite pouvoir être associé, c'est-à-dire qu'on prenne en compte les besoins de nos administrés tels qu'ils sont exprimés. Alors c'est une des variables, effectivement, on peut ne pas être d'accord, mais ça, en tant qu'élu, on comprend qu'on peut essayer d'avoir des intérêts divergents. Par exemple, pour un maire, avoir la présence d'un hôpital, c'est également l'emploi, c'est l'attractivité de la ville, et ce sont des objectifs qui ne sont pas forcément totalement en adéquation avec certains impératifs de la politique de santé, et on comprend que la politique de santé, ce n'est pas forcément maintenir de l'emploi. Donc on comprend tout ça, mais néanmoins, si on nous confie des fonctions et des responsabilités, il faut qu'on soit respecté dans le cadre de nos fonctions. Et il n'y a rien de plus désagréable que de devoir exprimer des problèmes dont on a connaissance, évidemment le secteur des urgences, puisque vous parlez d'actualité. Nous, on a un service d'urgence qui est fait pour recevoir 25 000 patients. On en reçoit 40 000. Vous avez un problème d'exiguïté. Et lorsque ces problématiques nous viennent, c'est d'une part des administrés et d'autre part également du personnel des urgences par rapport à ces conditions de travail. Nous l'évoquons après dans le cadre normal, dans le cadre des relations de confiance qu'on doit aussi avoir avec l'administration et ses représentants. Et la sortie dans le journal, je vous dirais que c'est la dernière chose qu'il y a à faire, mais néanmoins, je constate que c'est parfois ce qui est le plus efficace. Parce que vous avez avancé une ou deux fois un problème, vous n'avez aucune réponse, et lorsque vous avez un article dans le journal qui vous dénonce notamment le fait, comme dans beaucoup d'urgences, que vous avez des gens, et notamment des personnes âgées, qui y sont amenées alors qu'elles sont dans les dernières heures de leur vie, qu'on décède dans des couloirs, dans des conditions qui sont indignes. Eh bien, lorsque vous l'expliquez, lorsque vous demandez qu'on prenne un certain nombre de mesures qui sont des paravents d'intimité, qui seraient peut-être une meilleure gestion des patients, donc je veux dire des choses qui peuvent se faire, et que vous n'avez pas de mesures qui sont prises, votre dernier ressort, c'est d'aller voir la presse et de dire, voilà, c'est pas acceptable, on est en France, on est au XXIe siècle et on ne peut pas mourir dans ces conditions-là. Et c'est à partir de ce moment-là, vous apercevez que vous avez au téléphone des personnes que vous n'aviez jamais eues auparavant. C'est par rapport à ce problème. Donc, je dirais que c'est dans le cadre de la qualité du dialogue que l'on doit avoir, que l'on peut progresser. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher et ça nécessite évidemment, je dirais, du respect et davantage de confiance dans tous les acteurs. Un peu de méthode peut-être aussi, Thierry ? Oui, je crois qu'en fait, pour rebondir sur ce message, c'est une évidence qu'il faut plus coopérer, c'est une évidence. Pour autant, la coopération, ça ne se décrète pas. Ça se décrète pas. La coopération, elle se vit sur des actions concrètes avec des objectifs partagés. Sinon, c'est du vent, c'est de la coopération de salon. Et donc, c'est une question de terrain, la coopération. Et en fait, notre terrain, à nous, dans la santé, c'est le territoire. C'est là que l'action se passe. Et donc, en fait, je pense qu'on a un peu une ambiguïté, parce que c'est vrai qu'au niveau national, on a besoin d'annonces. Mais en fait, la coopération, c'est plein de petites victoires qui vont se faire et qui vont donner envie aux gens déjà de se rencontrer et de régler un problème ensemble. Ça, c'est pas très sexy d'un point de vue national, en termes de communication. Ce serait difficile de communiquer là-dessus. Mais pour autant, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, je crois qu'il faut avoir cette volonté, en fait, au niveau national, maintenant, d'encourager, de donner le cadre, de responsabiliser sur les moyens et d'encourager les acteurs à travailler ensemble, parce que c'est là que ça va se gagner. Oui, la meilleure preuve, c'est que dans les écosystèmes dans lesquels cette coopération est rendue possible nativement, les choses se font. Et que finalement, les réformes qui sont devant nous, partout en France, elles existent à l'échelon unitaire, et que cette transformation, cette généralisation, on n'arrive pas peut-être à recréer les conditions de cette confiance, et le problème n'est peut-être pas intéressant d'envisager qu'il soit là. De mon point de vue, je pense, je m'aligne complètement avec le discours de mes deux collègues. Je pense, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, on a besoin de beaucoup plus de lisibilité. Le système de santé français est illisible, tant sur l'aspect réglementaire que sur l'aspect des procédures, à tous les niveaux. Il est illisible, il est incompréhensible. Et en plus d'être incompréhensible, il s'autoprotège, il s'auto-justifie et il permet au final que le patient
n'ait quasiment pas de recours. Ou quand il en a, de toute façon, le système est protégé et le système s'auto-valide. Alors que dans les systèmes privés, si ton système ne marche pas, tu es out. Tu as perdu ton patient. C'est fini. Game over. Donc, si on fait un système réellement avec le patient au centre du système et qu'on pilote ce système, la seule question qu'on doit se poser, c'est celle de l'efficience. Soit tu es efficace, soit tu ne l'es pas. De la mortalité, hein, il y en a dans la salle qui se reconnaîtront sur ce terme central, quoi. Katia, oui. Peut-être deux choses pour rebondir sur le débat de tout à l'heure sur les urgences et sur ce que tu disais sur finalement les deux niveaux, en fait. Quand on regarde finalement les 12 mesures que la ministre a annoncées, on voit bien qu'un certain nombre sont de niveau national, mais d'autres finalement sont de niveau local. Et là-dessus, qui est à la manœuvre? Ce sont nos ARS, bien sûr, mais ce sont aussi les établissements et pas que les directeurs, en fait. C'est évident que les organisations internes hospitalières, elles ne dépendent pas du niveau national. Et d'ailleurs, c'est là que ça se passe et c'est là que les choses seront efficaces. Donc on a bien dissocié les deux et c'est vrai qu'on doit jouer sur les deux niveaux et c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Mais en même temps, si nous ne le faisons pas, je suis d'accord, nous n'y arriverons pas. Ce qui m'amène à une deuxième réflexion par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur finalement comment on régule le système en évoquant les autorisations d'un côté, le financement de l'autre. Finalement, il nous manque un levier. Quand on parle de résultats, il faut qu'on les mesure, ces résultats. Donc là aussi, c'est un chantier qui est nouveau, qui est plus mou, en quelque sorte. On n'est pas sur des décrets d'autorisation, on n'est pas sur des financements, même si on les fait évoluer notablement, y compris pour donner beaucoup plus de lisibilité. Mais là, on a quelque chose à développer. On l'a fait déjà l'année dernière. Je pense à IFAC pour les indicateurs de qualité. Mais les indicateurs, on doit les développer sur l'ensemble de nos champs, sur les parcours de soins, que ce soit au sein du secteur hospitalier, en libéral ou bien dans le secteur médico-social. Et là, on a un chantier devant nous qui nous concerne tous, parce que mesurer le résultat, c'est la qualité de la prise en charge du patient. C'est ça, en fait, l'enjeu. Donc, de ce point de vue-là, on a un chantier vaste sur lequel on doit sans doute mettre plus de force, plus de moyens, pour que collectivement, on arrive à bâtir un système qui nous permet de nous assurer que la qualité de la prise en charge sanitaire, elle existe pour tout le monde et partout. Et que la boucle de rétrocontrôle fonctionne. Exactement. Très bien. Cédric, ouais. Oui, donc, juste un mot, parce que ce que vient de dire Katia me paraît vraiment très, très important et c'est, je pense, une voie extrêmement importante, essentielle pour les différents acteurs, que de travailler sur ces nouveaux outils de régulation, puisque on peut, je crois, rapidement s'accorder sur le fait qu'on a un système qui s'est finalement construit, qui est aujourd'hui qui est suradministré et insuffisamment régulé. C'est quand même le gros paradoxe de notre système. On gouverne par la norme et les instruments de régulation, finalement, on est assez démunis. Donc, je trouve que c'est un chantier qui est vraiment extrêmement important. D'une façon générale, moi, ce qui je trouve l'enjeu majeur des prochaines années pour conduire l'évolution permanente à laquelle on est condamné dans notre système de santé, qui est celui de s'adapter aux évolutions épidémiologiques, démographiques, technologiques, et elles sont nombreuses. Mais l'enjeu central pour moi, c'est de réintroduire de la politique dans le système. De la politique au sens noble, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire de réintroduire de la politique au sens noble? Ça veut dire d'être capable de définir un projet dans lequel on va rassembler. Un projet, alors qu'aujourd'hui, la santé, elle ne rassemble pas assez, voire même elle divise assez fortement. On voit bien les tensions qu'il y a sur les territoires autour de la santé, autour de la notion de carence, de déserts médicaux, les divisions également entre professionnels de santé, entre les secteurs hospitaliers, publics, privés. Bref, on est un monde vraiment de division et je crois que l'enjeu de réinjection du politique, il est vraiment là. C'est d'être en capacité de porter un projet qui va nous rassembler, qui va être capable de construire en France des champions industriels. On n'a pas assez de champions industriels, donc il faut que les industriels, on les réembarque dans notre système de santé complètement, puissamment, pour qu'ils soient une partie de cette solution. Également, évidemment, un projet politique, c'est de redonner confiance aux patients, on en a beaucoup parlé, mais confiance également aux professionnels. Moi, je ne vais pas me résigner à avoir aujourd'hui des professionnels de santé, des jeunes professionnels de santé, dont certains disent on a tellement envie, mais on est tellement déçus et on a du coup envie d'aller ailleurs. Et finalement, porter un projet politique, je crois que c'est aussi oser, et surtout presque, porter un regard neuf sur nos vieux problèmes. Et ça, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'audace, beaucoup de difficultés, mais je crois que c'est un peu la voie qui, me semble, doit permettre de nous rassembler sur les territoires et plus globalement dans la Maison France. Et en termes de performance, on voit bien que, effectivement,
recueillir des données, les analyser et apporter des mesures de correction qui sont d'un côté la sanction et de l'autre le partage de la valeur. En gros, c'est à peu près ça. Comment est-ce que chez toi, à quel niveau vous avez quel est le niveau de sophistication de recueil des données, quoi, et cette espèce de boucle de contrôle? C'est-à-dire vos autorisations, le volume d'activité, sur quelle base, sur base de quelle observation il est défini, et vos critères de qualité, de performance et de service rendu. Est-ce que c'est un investissement important? Il est absolument essentiel et fondamental. Le premier terme qui me vient à l'esprit, c'est devenu un réflexe en termes de privacy et de protection des patients, c'est avant tout l'anonymisation. C'est l'italien, ça, qui du coup est impératif. C'est impératif pour pouvoir à la fois jouir des données, de la quantité de données qui va nous permettre de voir plus facilement apparaître des lignes de recherche et des pertinences de recherche au niveau médical et au niveau du pilotage aussi de notre système d'offre de soins. Donc, ça nous permettra de faire toujours plus de prévention, parce qu'on a souvent tendance, dans cette approche, dans cette méfiance, on a toujours tendance à croire que le privé va être celui qui va mettre sous dépendance, certainement parce que d'autres secteurs, pour n'en citer qu'un, peut-être la pharmaceutique, mais pas que, on a pu avoir des exemples tristes, malheureux là-dessus, ou même dans le secteur hospitalier privé aussi dans le passé. Mais notre choix, nous en tout cas, est celui d'accompagner sur le long terme, puisque c'est le pacte que l'on a fait depuis 60 ans, d'accompagner les réformes, mais de les accompagner aussi en anticipant. Donc en faisant les cours de prévention sur la nutrition dans toutes les écoles, à tous les niveaux, c'est permettre aussi au système de sécurité sociale d'économiser énormément de sous. Mais en termes de data, pour la gestion. Justement, plus tu as de data sur tes patients ou sur tes usagers, pour être plus correct, et plus tu peux dessiner des parcours de santé qui vont être adaptés au niveau futur, et qui vont être en adéquation avec les besoins de la population. C'est prévenir pour avoir à moins soigner au final. Très bien, on s'approche du terme de cette table ronde. Est-ce que vous souhaitez, avant de passer la parole à Katia, qui naturellement représente l'État, donc conclura, est-ce que vous avez un mot sur ce sujet, de la décentralisation, de la responsabilisation? Nous, il y a une chose qu'on attend, et Katia le sait, c'est vraiment cette visibilité sur les tarifs pluriannuels, parce que c'est vraiment le cadre de moyens qui va permettre de faire beaucoup de choses pour l'hôpital public et privé. Ce n'est pas du tout sectoriel. Donc ça, c'est vraiment une forte attente de l'industrie. Monsieur le maire? L'intérêt du patient, évidemment, au cœur du débat, et pas un système qui réfléchit et qui travaille pour lui-même. Ça me paraît essentiel. Une gouvernance qui soit efficace, c'est-à-dire que ce qui est mis en place fonctionne réellement, respectant chacun des intervenants. Ça me semble être un deuxième point. Et puis la responsabilité, parce qu'effectivement, quand vous avez des multiplicités d'intervenants et que les interventions des uns ne sont pas toujours très clairement définies, chacun se renvoie la balle. Et finalement, vous avez beaucoup d'intervenants, mais aucun responsable. Donc, et ce qu'il faut, donc, c'est aussi davantage de transparence dans ce domaine-là. Cédric, tu vas ajouter quelque chose? Décentralisation, déconcentration, contractualisation, je crois que l'essentiel, il n'est vraiment pas là, il n'est vraiment pas sur l'outil. L'essentiel, c'est d'être en capacité de retrouver de la responsabilisation dans le système et dans les différents échelons, quel que soit le niveau de proximité, mais aussi de la confiance. Et je crois que face aux enjeux d'avenir que notre système, il y a besoin de confiance, il y a besoin de redéfinir, de réembarquer finalement les différents acteurs et notamment les territoires. Et ensuite, la solution des outils viendra, mais déjà, si on avait ces lignes de gouvernance, je pense qu'on abordera plus sereinement l'avenir. Tout simplement que pour donner suite au discours de mon collègue, le privé est complètement prêt à également être responsabilisé, à entrer dans les cadres réglementaires, et je pense qu'il serait sympathique et voire même très intéressant pour la France d'ouvrir un peu plus d'espace à l'entrepreneuriat et de laisser sa chance au privé. Katia.
sur ces bonnes recommandations d'un mot, alors que le double zéro retentit. Non, moi, ce qui me réjouit, c'est que finalement, on a besoin de se voir plus, en fait, d'échanger davantage. Alors, sur la méthode, je crois que je suis sûre que les évolutions récentes vont dans le bon sens et qu'il faut finalement poursuivre et continuer, que ce soit en termes de méthode de travail, de gouvernance les uns avec les autres, et puis en termes d'outils de régulation, les évolutions récentes encore, que ce soit sur l'évolution du financement ou des indicateurs de qualité, vont aussi dans le bon sens et finalement, nous devons poursuivre ardemment et tous ensemble. Merci beaucoup. Merci.